19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 20 mars 2022. Sur ce plateau, nous accueillons comme invité du journal Sidikou Moussa. Sidikou Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau de la télévision Labari. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de l'ONG École Parrainage et Action de développement EHPAD Niger. Avec vous, on parlera de ce phénomène de mendicité au Niger, notamment celle pratiquée par les plus petits. Mais avant, on va suivre ce qui a constitué l'actualité de ce dimanche. Du 16 au 18 mars 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD, a effectué une mission de travail à N'Djamena au Tchad. Le 17 mars, les deux ministres de l'Enseignement supérieur ont signé les documents de création d'une nouvelle école du bassin du lac Tchad. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa sur les images de la télévision Tchad. L'école doctorale sous-régionale Paix, Sécurité, Environnement et Développement durable, c'est le nom attribué à cette nouvelle école sous-régionale qui va ouvrir ses portes, donc une école sur l'écosystème du bassin du lac Tchad, précisément entre les universités de Difa et de N'Djamena. La convention a été signée le 17 mars 2022 à N'Djamena, au Tchad, par le ministre nigérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD, et son homologue du Tchad, Dr Ali Ouaidou. Il est important que nos enseignants-chercheurs unissent leurs efforts pour proposer des solutions durables à ce phénomène. Au-delà de la recherche, le Tchad et le Niger partagent un même espace socio-culturel. Et il est donc logique que les universités travaillent ensemble. Cet accord permettra à nos universités de travailler dans un cadre juridique sain. Ça permettrait la mobilité des chercheurs et des étudiants. La décision de la création de cette école sous-régionale a été prise lors du colloque scientifique international et jumelage universitaire organisé à Difa par l'université de cette région du 7 au 9 décembre 2020. La création de cette école permettra donc, à travers une approche pluridisciplinaire, de mieux cerner les dynamiques en cours et faire des projections pour une stabilisation du bassin du lac Tchad, a indiqué le ministre Mamoudou Djibo PhD. Chers homologues, chers participants, le bassin du lac Tchad et le Sahel sont deux régions où les populations subissent les exactions liées à l'extrémisme violent et les affres des impacts du changement climatique. Il me semble alors urgent de soutenir les synergies qui se développent entre nos institutions de formation et de recherche pour le bien-être de nos populations. Ainsi donc, il s'agit pour nous, aujourd'hui, de formaliser le partenariat entre l'Université de N'Djamena et l'Université de Niamey et d'autoriser la création de l'école doctorale pour impulser cette dynamique devenue nécessaire et urgente de recherche-développement et permettre ainsi aux deux universités de contribuer à la recherche de solutions et à l'élaboration d'outils d'aide aux prises de décisions politiques pour le bien-être des populations de nos pays respectifs. Il faut saluer la ténacité du président de l'université de N'Djamena et du recteur de l'université de Difa qui ont personnellement suivi avec cohésion et engagement, sinon, comme d'habitude, les recommandations des colloques et autres rencontres croupissent dans les tiroirs. Par leur volonté conjuguée, par leur engagement déterminé, ils ont poursuivi. Au vu de l'importance de ce projet, les deux ministres ont lancé un appel à la conférence des gouverneurs, à la commission du bassin du lac Tchad-CBLT, à la force mixte multinationale, à la Banque mondiale, au programme des Nations unies pour le développement PNUD et à tous les partenaires de la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad à soutenir l'intégration des universités de ce bassin au bénéfice des populations soumises aux exactions de l'extrémisme violent et aux affres des impacts du changement climatique.
Parlons éducation, toujours avec la table ronde hier après-midi au Centre culturel franco-nigérien CCFN de Niamey autour du thème droit de la femme à la lumière des pratiques coutumières au Niger. L'initiative émane du club des étudiants en droit à l'université de Niamey qui entend à travers cette initiative, cette activité, pratiquer à la promotion des droits de la femme. Il faut savoir qu'en marge de cette table ronde, une finale d'un concours du juriste nigérien avait également eu lieu. Boubacar Ibrahim à Boubacar Souley. Dans une parfaite coordination de promotion de droits consacrés au genre féminin, le club des étudiants en droit à l'université de Niamey Sedoun a, en marge de la journée internationale de la femme, organisé une série d'activités dont la présente assise en est la jonction. C'est donc autour du thème droit de la femme à la lumière des pratiques coutumières au Niger que les 4 éminents conférenciers ont eu à entretenir l'assistance. Nous avons un système juridique dualiste où le droit dit moderne est applicable en même temps que la coutume fait aussi partie du droit positif nigérien. Un certain nombre de questions, la coutume, elle est applicable, notamment les questions qui touchent au mariage, donc les questions qui touchent au droit de la famille, les questions qui touchent au mariage, au divorce, à la répudiation, la garde d'enfants, les questions de succession. Le juge applique la coutume des parties. Malgré ces avancées, il y a quand même quelques barrières qui sont là. Elle a parlé donc de la religion et de notre coutume qui font que quelques droits des femmes, en tout cas, sont encore piétinés. Et ces droits-là, je pense que le droit, il ne s'acquiert pas comme ça, il doit donc être défendu et il doit s'arracher. Quand on parle des pratiques coutumières, la dame encore, elle a parlé des mariages forcés, il y a les mariages précoces, il y a les mutilations génitales, tout ça. Parce que moi, personnellement, je ne savais pas ce que c'est que les... Bon, pas ce que c'est que les mutilations, mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. On était à une table ronde des bailleurs de fonds et tout. Il y avait les filles de la FADA. Les filles, ce sont des jeunes filles qui sont encadrées par le ministère de la promotion de la femme et de l'enfant, qui nous ont présenté, expliqué ce que c'est que les mutilations génitales. J'étais sidérée, parce qu'il y a plusieurs formes. L'un de l'autre, et rien que la formulation en elle-même, c'est vrai, la problématique ne sort pas, mais quand on parle des droits des femmes, c'est qu'on sait qu'au Niger, il y a des problèmes puisque les pratiques coutumières font en sorte que ces droits sont, entre guillemets, froissés. Je ne vais pas trop répéter ce que l'enseignante a dit et les autres intervenants, puisque vous savez, ils viennent de donner avec l'exemple, de dire avec les exemples à l'appui que les droits des femmes souffrent du fait de certaines pratiques coutumières. Elle a évoqué les cas de la succession et dans certaines localités du Niger, notamment Tilaberi, où certaines coutumes excluent la femme des droits, en ce qui concerne la succession du droit d'accéder à la terre. Prenant la parole à son tour, le président du club précise les objectifs auxquels il concourt tout en ne manquant pas de remercier tous ceux qui accompagnent leurs activités. Nous vous rappelons que le club des étudiants concourt à la promotion et à la vulgarisation du droit au respect des textes nationaux et internationaux, ainsi qu'au renforcement de la capacité de la connaissance juridique de ses membres, contribuant ainsi à leur préparation à la vie active. Le club a également pour objectif la promotion de la culture démocratique, de l'éducation citoyenne et la protection des droits de l'homme. Pour finir, nous tenons à remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui nous a appuyés et accompagnés dans les démarches et l'organisation de cette activité. Nous remercions également le Centre culturel franco-nigérien, notre partenaire principal de tous les jours. Auparavant, dans le cadre de la 4e édition du concours de plaidoirie du juriste nigérien, une finale avait mis aux prises les 2 candidates finalistes sous le thème « Quel usage faire du téléphone portable au sein des foyers ?» Dans la nuit, aux environs de 2 heures, vie qui aurait pu être sauvée si seulement si sa maman avait un téléphone portable. Que jamais, les foyers, les familles et y compris nos mœurs se sont troublés, chamboulés, désorganisés par les nouvelles technologies de l'information, en première ligne le téléphone.
À l'issue donc du délibéré, suivi par quelques observations de fond et de forme, c'est mademoiselle Mohamed Chito Mariam qui est déclarée gagnante au grand plaisir des organisateurs. Intronisation ce matin au palais du 29 juillet de la Tambara internationale des communautés Keltamachek et alliés. Cette intronisation de Adja Indou Ilitinin a vu la participation de plusieurs personnalités au rang desquelles des chefs traditionnels. Ismaël Moumni, Nasser Sedou. Né le 1er février 1969 à Egarek, département de Tilia, région de Tawa, Madame Al-Mansour, née Hadja Indoum Elitinin, toujours au service de la communauté à travers de multiples actions. Cette qualité lui a valu d'être nommée Tambara par le chef du groupement Keltemet de Kintabaraden. La nomination de cette guerrière d'État moderne est saluée par le chef traditionnel du Niger. Cette intronisation valorise la femme en général et la culture touareg en particulier. La décoration et l'intronisation qui vont se réaliser dans quelques instants vont dans le sens de la promotion de cette renaissance culturelle et concernent la reconnaissance de l'engagement et la détermination des femmes de façon générale à contribuer au développement harmonieux et durable, mais aussi l'encouragement et la valorisation de la femme à travers les campagnes honorifiques pour qu'elle participe activement à la construction de notre cher pays. Cette cérémonie m'offre l'occasion d'exhorter la Tambara, récipiendaire, à œuvrer conformément aux vœux ardents des autorités nigériennes pour que triomphe la tolérance, la solidarité, la consolidation de la paix, l'unité nationale à travers l'organisation des rencontres inter- et intra-communautaires. Après l'intronisation, la Tambara de la communauté Keltamachek s'est déplacée pour recevoir la bénédiction de ses pères qui ont fait le déplacement au palais du 29 juillet avant de demander le soutien des administrés pour mener à bien sa mission. Je remercie le bon Dieu qui m'a montré ce jour et je remercie aussi la chefferie. Ma chefferie, la première chefferie Keltemet qui m'a intronisé Tambara de la Zawak, je les remercie parce que c'est à travers eux que j'ai eu toutes ces relations jusqu'à aller à Balayara, rencontrer Alassane Albri qui a été vraiment très reconnaissant de ce que j'ai fait à Balayara. Et maintenant, il a, comme l'association Ibrahim Tid m'a honoré là-bas, il a dit lui aussi, il faut qu'il m'honore à cause de la réussite du travail de Keltamachek. Maintenant, j'ai besoin du soutien de la chefferie et de la communauté aussi Keltamachek et Ali pour bien faire mon travail. Mariée et mère de 6 enfants, la Tambara du chef de groupement Keltemet de Kintabaraden pourra œuvrer partout où besoin sera dans le cadre des opérations de solidarité, d'entraide et de cohésion sociale pour le raffermissement et la consolidation de l'unité nationale au Niger. L'association des professionnels du métier de la couture du Niger a tenu ce matin son assemblée générale à la salle de réunion de l'association des femmes du Niger. Une assemblée qui s'est vue élective pour la mise en place du tout premier bureau exécutif de l'APCN, ayant désormais à sa tête Mamadou Nassirou. Le résumé avec Adam Soumana et Alidou Bourema. C'est une salle qui a eu de la peine à contenir du monde, qui abrite par la présente cérémonie l'Assemblée générale des membres de l'Association des professionnels du métier de la couture du Niger. Une rencontre la première du genre pour ces hommes et femmes au ciseau qui a fait l'objet de l'adoption de plusieurs recommandations. La formation continue des membres en équilibre et modélisme. Le renforcement des capacités des membres. Le recyclage de tous les membres tailleurs. L'organisation d'un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers fait à Niamey le 20 mars 2022 l'Assemblée générale. A noter qu'à l'issue de ces conclaves, un tout premier bureau exécutif de l'APMC a vu le jour avec à sa tête le sieur Mohamedou Nassirou, plus connu sous le sobriquet de Hamistil, qui a pris un ferme engagement au nom du bureau exécutif national entrant à nous investir
pleinement dans les cadres de lobbying et de plaidoyer pour que tous les membres puissent recevoir de formation, renforcement des capacités et de recyclage. Aussi, le Bureau exécutif national de l'APMC ne ménagera aucun effort pour que les conditions idoines des comptes de nos activités vous soient adressées régulièrement. Mesdames et messieurs, distingués invités, d'après les informations que nous avions recueillies sur place, nous avions constaté un engouement et une excellente participation tout au long de la tenue de notre Assemblée générale. Que tous les membres trouvent ici notre reconnaissance et notre profonde gratitude. L'invité d'honneur des tailleurs à ces assises qui a eu l'insigne honneur de présider les cérémonies d'ouverture et de clôture tout en saluant l'avènement de cette association a promis un soutien sans faille. Nous allons accompagner la nouvelle structure dans les démarches en vue de déposer les rapports de votre Assemblée générale auprès des autorités administratives, politiques et coutumières. Nous allons aussi saisir l'occasion pour les aider et les accompagner auprès des partenaires techniques et financiers. Je déclare clos les travaux de la première Assemblée générale constitutive de l'Association des professionnels des couturiers du Niger. Ce nouveau bureau, porté sur les fonds baptismaux, a un mandat de 4 ans pour d'abord faire connaître cette jeune structure aux Nigériens, voire au-delà, et œuvrer pour le rayonnement du métier de la couture. Et puis, cette situation qui doit interpeller les Nigériens, selon un reportage d'une chaîne de télévision sénégalaise, ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants qui quittent le Niger pour se rendre au Sénégal. Là-bas, c'est pour faire de la mendicité avec tous les risques qu'il encourt. Retour sur ce reportage. Plusieurs dizaines de personnes de nationalité nigérienne arrivées des fins fonds de ce pays au cœur du Sahel sont descendues à Dakar ces dernières semaines. Ce sont quelques 200 à 300 femmes, voire plus, avec leurs époux pour la plupart, qui sont venus dans la capitale sénégalaise avec de nombreux enfants sur le dos. Selon les dires de Sani Salifou, faisant office de porte-parole, car étant un des rares à pouvoir communiquer sommairement en français, ils ont choisi de s'installer ici, sur les abords de la trémie routière de l'avenue Cheikh Anta Diop, à hauteur du Codesria de l'université et de l'école Manguier. Nous avons fait 2 semaines ici. 2 semaines, nous sommes là au Sénégal, Dakar. Plus de 200 et quelques. Ou bien 300 et quelques. Nous sommes là, à Dakar. Il y a des familles, il y a ceux qui n'ont pas de famille. Par exemple, comme moi je n'ai pas de famille ici. C'est moi seul. Le spectacle qu'il est donné à voir est affligeant, indigne et inhumain. Après une journée entière dédiée à la mendicité à la croisée des chemins de la ville, ils retournent sur leurs pas en début de soirée pour préparer les cartons en guise de couchage le long des murs en allumant le feu sur le bas-côté de la route pour assurer le repas fait de frugalité et de briques et de brocs pour le plus clair du temps. Mais il arrive que des ragoûts copieux soient au menu en soirée. Encore plus insoutenables, les besoins naturels se font à l'air libre. Le péril fécal redevient une menace totale. Le Moyen-Âge ressurgit à Dakar en 2022. Les automobilistes entrevoient quant à eux le spectacle, mais ne s'arrêtent pas. L'insécurité routière est flippante. L'ouvrage d'art Le Passage Outaradank est un terrain de jeu permanent. Les autorités, à travers les services sociaux et d'hygiène, ne prennent pas conscience de cette détresse sociale et humaine. Elles ne font encore rien en tout cas. Les mairies de communes, en l'occurrence, sont également désemparées. Seule la communauté Santé Zudio de Dakar, organisation catholique engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la paix,
et passer les voir en coup de vent avec du sucre, du lait et quelques autres denrées. Leurs compatriotes établis régulièrement à Dakar, professionnels de la viande ou de boucherie, Dibi Aoussa, sont passés faire des promesses d'aide sans lendemain. Barbe grisonnante, dents mal alignées, veste trop ample, mais le tout sur fond de bonhomie. Notre interlocuteur ajoute qu'ils sont là pour ne pas mourir de faim chez eux. Nous avons revenu ici au Sénégal à cause de la saison de pluie. Si la saison vient, c'est bon. L'année qui va venir, ce n'est pas bon. Tantôt sujet, tantôt barbe. Bonne et mauvaise. C'est pendant la saison de pluie, c'est ça que nous revions ici à Dakar. Mais il y a beaucoup de salutations au Niger. Parce qu'il fait tous les problèmes, c'est à manger. Problème de manger. Ça n'est pas de nourriture qu'on va manger de trop. Les saisons des pluies y sont de plus en plus mauvaises. Ils sont là donc pour l'hospitalité sénégalaise. Les Sénégalais donnent toutes sortes de monde. Ils nous l'ont montré donc. Ce soir, ils ont beaucoup de poulets dans la besace. Pour ces nouveaux voisins dont le problème doit être traité avec humanité et responsabilité, mais en toute urgence, le Sénégal est un Eldorado et Dakar, la capitale, une poule aux œufs d'or. Voilà, M. Sidikou, vous venez de suivre un reportage sur ces Nigériens qui ont quitté le Niger pour le Sénégal pour exercer la mendicité. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce reportage? Écoute, les mots me manquent véritablement. Je suis plus qu'indigné. Je suis vraiment écœuré de voir autant d'enfants nigériens qui, au moment où d'autres enfants sénégalais ou les pays qu'ils ont eu en tout cas à traverser, vaquent à aller à l'école pour acquérir du savoir et être cette pépinière demain pour assurer la relève de leur pays. Les nôtres, malheureusement, ont été utilisés par d'autres pour être utilisés, en tout cas, à des fins d'exploitation économique. Et je pense que c'est une situation plus que désolante. Ça doit en tout cas nous interpeller tous, au premier chef, en tout cas les plus hautes autorités de notre pays, parce que, pour rappel, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sinon, il y a quelques semaines déjà, il y a des vidéos de ce genre qui ont circulé, émanant en tout cas en provenance de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Et suite à cela, EHPAD, à travers le projet APM-GIZ, courant décembre 2021, en tout cas commandité un diagnostic sur le phénomène. Et nous avons pu recruter en tout cas un consultant qui a pu faire les 5 arrondissements communaux de Niamey en plus de la région de Maradi et de Tawa. Et à côté de ce diagnostic-là, cette étude diagnostique, nous avons même réalisé un film documentaire qui a sillonné certaines capitales comme Cotonou et puis Lomé. Nous avons alerté. La situation, elle est vraiment préoccupante, mais je pense que les pouvoirs publics, comme je l'ai dit, sont plus que jamais interpellés, et nous, l'ensemble des acteurs également. Mais ce qu'il faut quand même rappeler à nos auditeurs, c'est que la mendicité, elle est interdite, surtout quand il s'agit des enfants au Niger. Le code pénal du Niger est très clair là-dessus. Les seules personnes qui sont habilitées à pratiquer, en tout cas, ce métier, c'est les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes qui sont infirmes. Alors même cette dernière catégorie que je venais de mentionner, il leur est formellement interdit d'utiliser en tout cas des enfants. À la limite, nous pouvons qualifier ce que je viens de voir de traite des êtres humains. Et je pense que les pouvoirs nigériens, en tout cas, doivent sévir. Ici également, ce que nous venons de voir il y a quelques jours, en tout cas, déjà au niveau du tribunal de Tabakunda, des Nigériens ont été interceptés avec 43 enfants. Et ceux qui étaient à la tête de ce réseau, actuellement croupissent en prison.
Je pense que c'est cette méthode pédagogique qu'il faut montrer à nos concitoyens. Nous ne pouvons pas avoir comme stratégie de survie la question de la vulnérabilité pour effectivement exposer les enfants en première ligne. Non seulement à travers les images que nous avons pu observer, on voit bien que ces enfants sont exposés, leur vie et leur survie sont quand même exposées, parce que c'est en pleine rue, mais aussi avec les intempéries de Dakar que nous connaissons bien. Nous pensons que là où ces personnes squattent, ce n'est pas le meilleur endroit, et même pour des besoins, je pense que pour des enfants, c'est inacceptable et c'est insoutenable. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que la pauvreté justifierait ce phénomène de mendicité en interne qu'à externe? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de faire un tour dans la sous-région. C'est vraiment des Nigériens au niveau des différents carrefours de ces grandes villes. Qu'est-ce qui explique cela? Et ça ne date pas d'aujourd'hui aussi. Tout à fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je rappelle ici que l'article 23 de notre loi fondamentale, notamment la Constitution, dit bien que les parents ont le droit et le devoir d'éduquer, d'élever leurs enfants. Et que plus loin, l'État et les autres collectivités doivent veiller de par leur politique publique à leur assurer à ces enfants-là une éducation de qualité, obligatoire et gratuite. L'article 24 poursuit en disant que l'État et les collectivités doivent veiller à l'exploitation et à l'abandon de la jeunesse. Alors, quand on prend ces deux dispositions de notre loi fondamentale, on voit clairement que la première chaîne de responsabilité, c'est d'abord les parents qui n'ont pas certainement pu assurer effectivement ce droit fondamental à leurs enfants. Mais de l'autre côté aussi, moi je comprends en tant qu'acteur, pour la protection et la promotion des droits des enfants, que notre système éducatif est en lambeaux. L'école nigérienne n'est plus cette école porteuse, ou en tout cas cette école-là qui permet en tout cas d'avoir des produits qui peuvent être compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, on voit déjà les conditions d'apprentissage de nos enfants. Tout récemment, nous avons pu quand même voir une image au niveau du CET de Niamey, où des élèves, après le BPC, sont assis à même le sol, sous des hangars. Je pense qu'on a assisté également à beaucoup d'écoles qui ont pris feu, où les enfants ont été carbonisés. Je pense que c'est tout ça là qui a fini par dire aux parents que bon, c'est pas la peine. Mais l'autre chose, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des services de l'État. Je disais tantôt qu'à Tabakunda, le tribunal a condamné des Nigériens. Ici, malheureusement, nos parquets ne sont pas aussi dans cette prévention en termes de répression. Je pense que le cadre est déjà balisé. Je disais tantôt que le code pénal a prévu, en tout cas au niveau de l'article 179 jusqu'à 181, des peines de prison fermes pour l'utilisation des enfants dans cette pratique avilissante. Bon, maintenant la question, pourquoi les parquets ne s'auto-saisissent pas pour effectivement condamner, ça c'est un autre problème plutôt. Mais l'autre problème, je pense qu'il faut aussi se dire la vérité. Les politiques publiques ont montré leurs limites au Niger. La bonne gouvernance doit être au cœur, en tout cas, des préoccupations de l'ensemble des concitoyens. Et la lutte contre la corruption doit être également le cheval de bataille de tout le monde. Parce que j'ai cru comprendre quelque part que le ministère en charge de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, qui a en charge quand même de protéger les droits des enfants, n'a même pas 1% du budget national. Et c'est valable pour tous les secteurs sociaux de base. Et chaque jour, malheureusement, on voit l'État qui fait des dépenses ostentatoires. Et je pense, quelque part, cela explique cette montée en puissance de cette pratique-là. Mais, comme je l'ai dit, il y a la vulnérabilité également des communautés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Niger fait face quand même à une situation d'insécurité assez grandissante. On a aussi les changements climatiques qui font que chaque année, le Niger perd entre 100 et 120 000 hectares de terres forestières, ce qui fait que les productions ou la production que les communautés attendent parfois n'arrive pas à couvrir en tout cas les besoins. Et les politiques sociales mises en œuvre ne répondent pas. Je prends juste l'exemple de l'aide alimentaire où souvent l'État décrète la vente à prix modéré. Allez-y constater, très souvent c'est les élus qui détournent ces vivres-là. Ça ne va pas directement aux cibles, c'est-à-dire aux bénéficiaires finaux qui sont en tout cas dans la situation de précarité. Donc, malheureusement, les enfants en pâtissent. Et comme il y a un cadre juridique, je dis encore, il faut sanctionner. Et il faut aussi avoir un regard beaucoup plus bienveillant dans les allocations budgétaires. Parce que la bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants
une des dimensions, c'est d'abord l'engagement budgétaire. Un pays n'est bienveillant vis-à-vis de ses enfants que lorsque les secteurs sociaux de base qui permettent aux enfants, en tout cas, d'être dans les conditions minimales de survie et de développement, soient mieux dotés. Malheureusement, pour le cas du Niger, je le dis encore une fois avec regret, ces promesses, il y a beaucoup de promesses, et parfois même quand il y a des engagements, on n'a pas ce courage politique pour effectivement rendre effectif un certain nombre d'engagements. Monsieur Sidikou, quelque part, la mendicité est vue sous l'angle de la pratique religieuse. Qu'est-ce que vous pensez? Maintenant, c'est faux. Surtout l'utilisation des enfants. Et je dis bien... Sous forme de talibés? Non, voilà ce que j'allais dire. Au niveau, par exemple, des talibés, à l'époque, en tout cas, on a quand même pris un peu de l'âge. À l'époque, l'initiation coranique s'est faite au village. Aujourd'hui, on prend les enfants des zones rurales vers les zones urbaines. Et on sait que les marabouts, souvent qui les amènent, c'est en dizaines, souvent voire en centaines. Et quand vous regardez un peu le quotidien de ces enfants-là, ils s'adonnent effectivement à cette mendicité qui débouche sur l'exploitation économique, où chaque jour, le marabout s'attend à ce que chaque enfant amène une certaine somme. Ça, c'est connu de tout le monde. On n'apprend pas le Coran dans les centres urbains. Le Coran, c'est le marabout qui est au village. Vous voulez confier votre enfant, il peut lui apprendre. Et on a vu beaucoup de gens qui ont non seulement le savoir du monde moderne, classique, et également le savoir coranique. Et c'est au village qu'ils l'ont acquis, et même dans les centres urbains. Donc je pense que poser ce débat sous l'angle religieux, c'est ça, c'est vraiment un faux débat. Oui, le marabout peut sortir, le petit peut sortir, j'allais dire le talibé peut sortir, il tape la maison de quelqu'un, on lui donne à manger. Et puis aujourd'hui, même si vous leur donnez à manger, ce n'est pas le manger qui les intéresse, ils veulent l'espèce sonnante. Parce que quelque part, ils vous disent clairement que Malam, le marabout qui est à la maison, il attend ça, il attend ça là. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas continuer à observer que des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école. Et c'est pourquoi le Niger est plombé en termes d'indice de développement humain. Nous ne pouvons pas accepter quand même, et ça je parle, j'interpelle les pouvoirs publics qui ont quand même le pouvoir de sanction, on ne peut pas accepter que chaque matin, c'est des milliers d'enfants qui quittent en tout cas la périphérie de Niamey pour rejoindre le centre urbain et que cela n'interpelle personne. Il y a des services compétents, comme je dis, les parquets doivent sévir. Il y a une brigade, dans tous les commissariats, des brigades des mineurs, mais c'est vrai, souvent les moyens ne suivent pas. Aujourd'hui, quand vous allez dire à la brigade des mineurs d'aller sévir, vous n'avez pas les moyens pour, par exemple, les héberger. Dernièrement, il y a une petite prise au niveau des carrefours de Niamey, les enfants qui ont été pris. Mais c'est difficilement, c'est les partenaires qui prennent ça en charge. Et je rappelle ici, en termes, en tout cas, d'engagement budgétaire, comme je l'ai dit, c'est un des baromètres quand même de la bienveillance d'un État. Quand vous prenez les directions régionales de la protection de l'enfant, si ce n'est pas les partenaires, ou sur le budget national, ces directions allaient fermer les portes. Je pense qu'il est nécessaire, il est impératif, j'allais dire, que le ministère qui est en charge de la promotion de la femme, protection de l'enfant, soit doté de moyens conséquents et du personnel adéquat, tout comme au niveau de la justice, pour que des cas comme ça, sans qu'une ONG ne fasse le signalement, dès que le procureur voit des situations comme ça, où effectivement la vie des enfants sont menacées, ou la brigade des mineurs, que systématiquement des mécanismes soient enclenchés, et aussi que les ONG que nous sommes, nous puissions quand même avoir les moyens pour se spécialiser davantage, pour avoir en tout cas des centres, pour accueillir ces enfants et pouvoir les ramener chez eux. Je pense que c'est ça, à mon sens, l'alternative. Sinon, en tout cas, nous sommes en train de préparer une jeunesse ignorante qui peut être une pépinière pour effectivement les djihadistes demain d'en faire bon usage. Alors vous, en tant qu'ONG, qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment contribuer à élaguer ce phénomène de mendicité? Je pense que nous faisons depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 2006, EPAD a mis en place des comités de vigilance au niveau, par exemple, de certaines frontières, comme par exemple à Yerou, à Gaïa, à Koni, et puis à Makolondi. Mais nous sommes des ONG, nous sommes des compléments alimentaires à l'État. Il appartient à l'État qui a quand même la structure institutionnelle d'intégrer ça dans ses politiques. Aujourd'hui, on a les meilleures politiques de protection de l'enfant, tant au niveau du ministère en charge de la protection de l'enfant que du ministère de la Justice, mais c'est l'effectivité qui cause problème.
il y a ce qu'on appelle l'ANCITEF, l'analyse de la situation de la femme et de l'enfant au Niger. Les deux problématiques majeures qui sont relevées chaque fois, c'est la persistance des abus et des violences à l'égard des enfants et la faiblesse dans les actions préventives et de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité. Alors, ici, pour le cas du EHPAD et même de la coalition où nous avons ce collectif de 95 ONG associations, nos ONG sensibilisent. Mais l'aspect répression, je pense que c'est ça qui fait beaucoup défaut. Mais du côté de l'État, notre appel ou notre plaidoyer, c'est qu'il faut une gouvernance vertueuse où l'enfant doit être au cœur des politiques nationales et que cet engagement-là soit, à mon sens, matérialisé par des allocations budgétaires conséquentes. Quoi qu'on dise, quelle qu'en soit la politique qu'on met en place, tant qu'on ne met pas les ressources nécessaires, ça ne marche pas. On sensibilise. Je vous disais tantôt que EHPAD venait de réaliser en décembre déjà 2 études majeures qui peuvent servir d'outils à la prise de décision. Et surtout que l'État du Niger a élaboré sa politique migratoire 2020-2035, à l'intérieur de laquelle il y a 3 axes stratégiques. Donc, un des axes, c'est l'exploitation des potentialités économiques dans les régions où ces enfants-là peuvent venir, se de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement, par exemple, si c'est des zones où on peut pratiquer l'agriculture, comment faire pour effectivement mettre en place des mécanismes où on facilite l'accès à l'eau, on facilite l'accès aux intrants, etc., pour que les parents, leur vulnérabilité soit réduite. Tant que la vulnérabilité des communautés ne sont pas réduites, mais l'autre aspect aussi que j'allais omettre, c'est la corruption aussi des agents publics. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui tous ces enfants-là qui ont été interpellés, par exemple, à Kidira, qui ont été aperçus à Dakar. Par où est-ce que ces enfants-là ont passé? C'est sur nos frontières. C'est aussi ça la question. C'est aussi ça la question. C'est aussi ça la question. Aujourd'hui, la corruption des agents chargés de surveiller, en tout cas, les passages, tout le monde sait que beaucoup, en tout cas, ont ces pratiques malsaines où le chef du réseau vient en avance, il déblaye le terrain et dès que le véhicule vient, il n'y a pas de fouille et puis les enfants passent. Mais je pense que l'État doit aider à rapatrier ces enfants qui ont été déjà identifiés à Dakar, mais également diligenter une enquête au niveau national pour savoir quel a été en tout cas l'itinéraire de ce groupe d'enfants-là et identifier ceux qui ont été à la base de ce réseau-là pour qu'on puisse identifier dans la chaîne quels postes frontaliers ont-ils passé et que tout le monde sur la chaîne-là soit sanctionné. Je pense que ça peut faire de la pédagogie. Il faut le rappeler que le cas de Sénégal n'est qu'un cas parce qu'il est à déplorer que dans toutes les grandes villes de la sous-région, il y a les cas de mendicité et ce sont des Nigériens. Oui, je disais à un ami, notre ancien président a été quand même mandaté pour faciliter l'intégration, en tout cas des pays du continent dans le cadre de la ZLECAf. Et malheureusement, nous n'avons pas grand-chose à échanger, mais nous avons labellisé la mendicité et on l'a exportée. Vous ne verrez jamais des enfants mendiants du Bénin, du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire ici, mais dans toutes les capitales. Moi, j'ai été choqué en 2018. J'étais à Khartoum. Le consul nous a dit qu'aujourd'hui, ce qui l'embête, c'est la présence des enfants nigériens dans les rues. Et voyez-vous, ceux qui sont à la tête de ces réseaux-là, notre étude, en cas diagnostic, a montré quelque chose d'assez innovant. C'est que les liens maintenant que nous connaissons qui existaient entre le mendiant et l'enfant, ce n'est plus des liens biologiques ou de parenté. Maintenant, il y a le 3e lien qui est assez important, ou assez inquiétant, j'allais dire, c'est le lien contractuel. C'est un contrat. Quelqu'un qui quitte, par exemple, Maradi ou Zender ou Difa, il débarque à Niamey, eh bien, il va simplement dans un quartier à Niamey, comme Kouartagi, par exemple, un mendiant, il dit « je veux qu'on me trouve un guide ». Ou à partir de la maison, les femmes qu'on a vues tout à l'heure sur les images à Dakar, je suis persuadé qu'il y a des femmes qui peuvent avoir 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Rassurez-vous, ce n'est pas tous les enfants qui sont leurs enfants. Il y a des liens contractuels où on prend l'enfant du voisin ou l'enfant d'une parente, on dit « ok, à la fin du mois, voilà ce que je donne ». On a eu des cas comme ça où un enfant nigérien a été envoyé jusqu'au Gabon et figurez-vous jusqu'à Port-Gentil, qui est une île. Et le contrat avec le père de cet enfant, c'est qu'à la fin de chaque mois, il doit envoyer 50 000.
L'enfant a fugué, il a laissé l'aveugle dans la rue, et c'est à travers UNICEF que nous avons pu accueillir cet enfant. Aujourd'hui, il a repris son cursus scolaire. Une autre chose que je voulais quand même dire ici, il y a quand même des caractéristiques par rapport à ces mendiants-là. Ce n'est pas pour stigmatiser, mais aujourd'hui, prenez les bonnes dames de Zarmaganda qu'on retrouve dans les grandes artères de Niamey. Elles ne vous tendent jamais la main. Quel qu'en soit leur degré de vulnérabilité, elles sont très pauvres, mais elles ont gardé cette dignité d'aller ramasser du sable, d'aller ramasser des pierres et aller vendre. Je pense que nous devrons aussi sortir de cet état de parasite-là pour que les uns et les autres, parce qu'on voit aujourd'hui des personnes adultes qui n'ont aucun handicap et qui ont pris la mendicité comme métier. Et je me rappelle, au temps de Feu Kounché, le vagabondage même, on envoie les gens en prison pour ça. Parce que le code pénal prévoit des sanctions pour le vagabondage, sans domicile fixe. À plus forte raison, quelqu'un qui utilise une main-d'œuvre infantile de manière à ce que toi-même tu t'enrichis. On n'est plus sur la mendicité même des enfants, on est là sur le domaine de la traite des enfants. Et là, c'est des peines qui vont souvent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Je pense, au Niger, nous devrons utiliser non seulement le bâton, mais la carotte plutôt, mais le bâton. Et je pense que c'est le bâton qui a beaucoup manqué dans tout notre mécanisme de répression. Merci Sidikou Moussa. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de l'ONG École Parrainage et Action de Développement ONG EPAD Niger. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, messieurs, dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.